3. Les acteurs de la colère. La Révolution fut grande aussi par ces hommes, leur insufflant à tous son impétuosité, sa passion, son exigence acharnée qu'elle imposait au monde, son élan colossal. Comme instrument, elle utilisa surtout 4 d'entre eux: Mirabeau, Danton, Robespierre et Napoléon. Mirabeau fut l'initiateur, Danton l'inspirateur, Robespierre l'exécuteur, Napoléon le réalisateur. Chacun des 3 premiers apparut à un moment donné, émergea au milieu de la multitude, fit son travail et partit. L'allure était vive, et, s'ils s'étaient maintenus, ils seraient restés plus longtemps que leur utilité et auraient porté atteinte à l'avenir. Il est toujours bon pour l'homme de s'en aller lorsque son travail est fini et de ne pas abuser du bon accueil de la mère. Heureux ceux qui obtiennent cette libération ou qui sont assez sages, comme Garibaldi, pour s'en saisir. Moins heureux le lot de ceux qui, comme Napoléon ou Mazzini, outrepassent le bail de la grandeur qui leur est accordé. Lorsque un homme semble avoir rejeté son travail, cela signifie que Kali le laisse pour un autre. Lorsqu'un homme qui a accompli un grand travail est détruit, c'est pour l'égoïsme avec lequel il a abusé de la force au-dedans, et la force elle-même le met en pièces, comme le fit pour Napoléon. Certains instruments sont conservés précieusement, certains rejetés et brisés, mais tous sont des instruments. La grandeur des grands hommes n'est pas de pouvoir déterminer par leur force à eux les grands événements, mais d'être pour le pouvoir qui les détermine des instruments utiles et forgés spécialement. Mirabeau, plus qu'aucun autre, contribua à créer la Révolution française. Lorsqu'il en fut lui-même l'adversaire et que, soutenant la monarchie, il lutta pour retenir la roue, la Révolution française prit-elle fin parce que l'homme le plus puissant de France était retombé dans l'erreur? Kali posa son pied sur Mirabeau, qui disparut. Mais la Révolution continua, car la Révolution était la manifestation du Zeitgeist, l'esprit du temps. La Révolution était la volonté de Dieu. Ainsi en est-il toujours. Les grands hommes, qui s'enorgueillissaient que de grands événements fussent leur œuvre, parce qu'ils semblaient y avoir été mêlés à l'origine, tombent dans le fossé du temps, et marchant sur leur gloire fracassée, les autres vont de l'avant. Ceux qu'intérieurement Kali pousse en avant et qui ne pactisent pas avec le destin, ceux-là survivent. La grandeur des individus et la grandeur de l'énergie éternelle en eux. Mirabeau dirigea le crépuscule du matin, le Sandia, crépuscule, de l'âge nouveau. Tribun aristocrate du peuple, champion des principes, mais lui-même sans principe, démocrate grand seigneur, homme chez qui la réflexion était turbulente, la prudence elle-même hardie, sans défaillance et téméraire, il était le point de rencontre de 2 époques. Il avait les passions du passé, mais non sa réserve raffinée. La turbulence, le génie, l'impétuosité de l'avenir, mais non sans attachement pondérateur aux idées. Il existe un honneur de l'aristocrate qui a ses racines dans la bienséance et respecte le caractère sacré de ses propres traditions. C'est l'honneur du conservateur. Il existe un honneur du démocrate qui a ses racines dans les idées et respecte le caractère sacré de ses propres principes. C'est l'honneur du libéral. Mirabeau n'avait ni l'un ni l'autre. Il était le pur égoïste, l'éternel
Rakshasa. Ce n'est pas par égard pour la justice et la liberté qu'il aima la justice et la liberté, mais par égard pour Mirabeau. Sa carrière eût-elle été heureuse et les formes de l'Ancien Régime assez larges pour satisfaire ses ambitions et ses passions, le soulèvement de 1789 l'aurait peut-être trouvé de l'autre bord. Mais parce que le cœur et les sens de Mirabeau étaient insatisfaits, la Révolution française triompha. C'est ainsi que Dieu prépare l'homme et le moment, se servant du bien et du mal, avec une impartialité divine, pour ses fins grandioses. Sans l'homme, le moment est une occasion perdue. Sans le moment, l'homme est une force inopérante. L'union des deux change les destinées des nations et l'équilibre du monde est modifié par ce qui semble un accident pour les esprits superficiels. Il est des moments où une unique personnalité rassemble en elle le tempérament d'une époque et d'un mouvement, et par le simple fait d'exister en assure l'aboutissement. Il serait difficile de passer en revue les services précis que rendirent l'existence de Danton, nécessaires au succès de la Révolution. Certaines choses qu'il fit, et que personne d'autre n'aurait pu faire, forcèrent la destinée. Certaines choses qu'il dit enivrèrent la France de résolution et de courage. Ses mots, ses actes, résonnent à travers les âges. Ils sont si vivants, si immortels, qu'ils peuvent défier les cataclysmes mêmes et se veulent au-dessus de l'oubli éternel. Ils sont pleins de la toute-puissance et de l'immortalité de l'âme humaine, pleins de sa souveraineté sur le destin. On sent qu'ils se reproduiront dans des éons non encore nés, dans des mondes non encore créés. Le pouvoir dont ils jaillirent s'est rarement exprimé en actes, et seulement à des moments exceptionnels. L'énergie de Danton était en sommeil, indolente, s'éparpillant en une éloquence stupéfiante, se contentant de sentiments et de mots. Mais chaque fois qu'elle se réveillait, elle bouleversait les événements et précipitait dans la conscience de la nation française le choc d'une force élémentaire et primitive. Tandis qu'il vivait, se déplaçait, parlait, ressentait, agissait, l'énergie qu'il n'utilisait pas lui-même se transmettait à des millions d'hommes. Les pensées qu'il n'exprimait pas s'emparaient d'esprits qui les faisaient leurs. Les actions qu'il aurait peut-être mieux accomplies lui-même l'étaient de moins bonne façon par d'autres. Danton était comblé. Superbe et ostentateur, il était singulièrement dénué d'ambition personnelle. Il était satisfait de voir la Révolution triompher grâce à sa force, mais dans les actes des autres. Sa chute retira la force de la terreur victorieuse qui animait la France, son impulsion à détruire et à vaincre. Pendant une courte période, l'élan acquis se prolongea, puis vacilla et s'arrêta. Tout grand flot d'action a besoin d'une âme humaine pour centre, un point incarné de la personnalité universelle, à partir duquel elle puisse déferler sur les autres. Danton fut ce point, ce centre. Ses pensées, ses sentiments, ses impulsions de chaque jour donnèrent un équilibre à cette furie tumultueuse, une fixité à ce chaos lourd de sens. Il fut le caractère de la Révolution personnifié, son cœur, tandis que Robespierre fut seulement sa main. L'histoire qui, étant européenne, met beaucoup l'accent sur les événements, un peu sur la parole, mais n'a jamais pris en considération l'importance des âmes, ne peut apprécier des hommes comme Danton. Seul l'œil du voyant peut les discerner au milieu de la masse et remonter jusqu'à leur source le cours de ces immenses vibrations. On n'a pas de peine à parler du génie de Mirabeau, du génie de Danton. Il est superflu de parler du génie de Napoléon.
mais on a peine à parler du génie de Robespierre. Il était dépourvu de génie. Son intelligence était aiguisée et compétente, mais sans inspiration. Sa personnalité ne parvient pas à faire impression. Qu'est-ce donc qui lui donna son immense force et son influence? C'était la croyance qui se trouvait chez cet homme, sa foi. Il croyait en certaines idées. Il croyait en lui-même en tant que leur porte-parole et leur exécuteur. Il en arriva à croire que sa mission était d'abattre les ennemis de ses idées et d'y mettre un point final. Et quel que fût l'objet de sa croyance, il croyait sans réserve, inébranlablement, invinciblement, et le poursuivait avec une fidélité rigide. Mirabeau, Danton, Napoléon étaient tous capables de découragement durable, pouvaient reconnaître qu'ils étaient battus, que l'heure était inopportune, le destin hostile. Robespierre, non. Il pouvait se replier, cacher sa tête par peur, mais c'était seulement pour s'élancer à nouveau, pour se préserver en vue de la prochaine occasion. Il possédait une formidable force de srada, foi. Seuls des hommes comme lui, profondément consciencieux et armés de principes, peuvent tuer sans pitié, sans scrupule, sans repos, sans se détourner. L'Ayatoudhani s'empara de lui pour ses fins. L'avocat scrupuleux, qui refusa les fonctions de juge plutôt que de sacrifier ses principes en condamnant à mort un criminel, devint le plus colossal bourreau politique de son temps, ou de tous les temps. Rappelons que ce texte fut écrit au tout début du XXe siècle. Comme nous l'avons dit, si Danton était le caractère de la Révolution personnifiée lorsqu'elle se lança dans le carnage, Robespierre en était sa main. Mais naturellement, il ne pouvait pas reconnaître cette limitation. Il aspirait à penser, à construire, à gouverner, fonctions pour lesquelles il était inapte. Quand Danton demanda que cesse la terreur et que la clémence la remplace, Robespierre aurait dû entendre dans cette demande la voix de la Révolution, le sommant d'arrêter sa marche sanguinaire. Mais sa propre foi le remplissait et l'aveuglait, et il ne voulut pas entendre. Danton mourut parce qu'il résistait à la main de Cali, mais son puissant esprit désincarné triompha et imposa sa dernière pensée au pays. La terreur cessa, la clémence prit la place. Robespierre, cependant, a sa place d'honneur dans l'histoire. Parmi les quatre, il fut l'homme de conscience et de principe. L'homme qui jamais ne se détourna de la voie qu'il pensait être celle de la vertu. Napoléon reprit en lui-même les fonctions des autres. De même que Mirabeau instaura la destruction, Napoléon instaura la construction et l'organisation, dans un esprit paradoxal identique. Il fut le Rakshasa, l'égoïste le plus gigantesque de l'histoire, le despote de la liberté, le protecteur impérial de l'égalité, l'organisateur sans principe des grands principes. Comme Danton, il façonna pour un temps les événements par ses pensées et son caractère. Du vivant de Danton, la politique s'orientait vers une démocratie sans retenue, la guerre vers un héroïsme de la défense patriotique. Du moment où il disparut, l'esprit de Napoléon façonna les événements, et la politique s'orienta vers la domination d'abord du dictateur civil, puis du dictateur militaire, la guerre vers l'organisation de la conquête républicaine. Comme Robespierre, il fut la main exécutrice de la destruction. Contrairement à Robespierre, il fut la main de la construction. La furie de Cali devint chez lui égocentrique, capable, pleine de pensée et d'activités organisées, mais néanmoins impétueuse, colossale.
violente et dévastatrice.